Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce jeudi, nous parlons du Cameroun, la crise anglophone et Human Rights Watch qui dénonce un recours à la torture. L'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a dénoncé dans un rapport publié lundi un recours régulier à la torture et à la détention au secret des autorités camerounaises contre des séparatistes anglophones. Human Rights Watch affirme avoir documenté 26 cas de détention au secret et de disparition forcée au centre de détention du secrétariat d'État à la Défense entre janvier 2018 et janvier 2019, dont 14 cas de torture. Les 26 cas concernent des séparatistes anglophones ou des personnes suspectées de l'être, a ajouté Human Rights Watch. On en parle tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le rapport de Human Rights Watch lève le voile sur des pratiques qui étaient déjà dénoncées par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme au Cameroun. Tout à fait. Le rapport a la particularité de documenter, de donner des éléments d'information, de citer des lieux, de sortir des témoignages, mais ce problème avait déjà été posé à plusieurs reprises, d'ailleurs même par Human Rights Watch, mais par d'autres organisations de défense des droits de l'homme à caractère local. Même les séparatistes anglophones eux-mêmes ont plusieurs fois posé ce genre de problème, mais on n'avait pas encore un condensé comme savent le faire ce genre d'organisations non gouvernementales qui font un travail de fourmi, qui récupèrent les éléments d'information pour pouvoir après montrer que quand on dit qu'il y a eu torture, il y a eu bel et bien eu torture, parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est que par la suite, qu'on puisse poursuivre les auteurs. Et pour aller en justice, il faut avoir des éléments concrets pour pouvoir inculper une personne. Alors, quelle est aujourd'hui la plus-value du rapport de Human Rights Watch? La plus-value, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est le secrétariat d'État à la Défense, où pendant longtemps, les populations camerounaises avaient déjà dit qu'on détient des gens là-bas. Mais si vous vous rappelez, l'État camerounais avait répondu en disant qu'il n'existe nulle part au niveau du Cameroun ni la torture, ni une détention qui n'est pas officielle. Aujourd'hui, ils ont documenté, puisque les gens ont témoigné qu'ils ont été gardés là-bas. Il y a même d'autres témoignages également des proches de ces personnes qui avaient été gardées là-bas, où certains, à un certain moment, ont considéré que leur frère, leur mari avaient disparu. Ils sont restés parfois plus d'1 an sans avoir de nouvelles. C'est quand d'autres qui avaient été emprisonnés avec eux sont sortis de ce secrétariat d'État qui sont venus lui dire qu'il est là-bas. Et malgré tout, une des dames, quand elle est allée, on lui a dit que son mari n'est pas là, alors que le mari était bel et bien là-bas. Donc ici, il y a un démenti formel du fait que l'État n'avait pas voulu reconnaître qu'il y avait des prisons qui n'étaient pas des prisons officielles, et il le documente en disant donnant des noms, en donnant des exemples. Ils avaient nié la torture, parce qu'au niveau du rapport, quand vous allez sur le site de Human Rights Watch, ils ont même mis des photos, puisque c'est ce qu'ils font quand ils documentent, pour montrer qu'effectivement, il y a bel et bien eu des tortures, des disparitions également, puisqu'on en parle au niveau de cette zone anglophone du Cameroun. Donc, il y a aujourd'hui quelque chose de concret sur quoi l'État camerounais va devoir répondre. Ce n'est plus les accusations qui se faisaient par des gens qui étaient anglophones qu'on pouvait considérer comme étant des adversaires tout simplement. Est-ce qu'on peut simplement considérer que ce secrétariat d'État est un lieu qui échappe au contrôle des autorités centrales? Ça va être trop facile. Souvent, c'est l'argument qu'on essaie de donner, mais quand on est président de la République, on est président de la République. On est garant de la sécurité de l'ensemble des Camerounais. Donc, si cela se passe, le président de la République devient responsable, même s'il n'est pas coupable, comme on dit. Mais mieux, le président de la République ne peut pas dire qu'il n'est pas informé, parce que ça, on en parle depuis fort longtemps. Avant même le rapport de Human Rights Watch, l'Union européenne avait saisi également l'État camerounais en posant ce problème en mi-avril avec cette question des tortures, des disparitions, et ils n'étaient pas allés par le dos de la cuillère pour saisir l'État camerounais. Rien n'avait été fait, malheureusement. Donc on ne peut pas dire que l'État camerounais ne savait pas. La deuxième chose, quand Human Rights Watch fait un rapport, tout comme les autres ONG, dans les procédures, avant de publier le rapport, ce qu'ils ont trouvé comme résultat est présenté à l'État camerounais, par exemple, pour que l'État camerounais apporte des réponses. Et si l'État camerounais apporte des réponses, des démentis qui sont des choses concrètes, il l'intègre dans le rapport, ou bien il rectifie le rapport parce qu'il se rend compte que sur tel aspect, il y a eu erreur.
Mais quand ils ont présenté ce rapport à l'État camerounais n'a pas daigné répondre à Human Rights Watch jusqu'à ce qu'il publie le rapport. Donc, l'État camerounais ne peut pas dire qu'il n'est pas informé de ce qui se passe au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Alors, qui est clairement mis en cause dans le rapport de Human Rights Watch? Est-ce qu'il s'agit de l'État central en général ou bien de certains au niveau des forces armées? Ils font trois choses au niveau du rapport. Il y a l'État central qui est accusé, parce qu'ils sont très clairs là-dessus, au point de demander même aux partenaires internationaux de cibler les compartiments de l'État qui sont concernés et au moins de ne pas leur apporter une aide, ni pour la formation, ni pour quoi que ce soit. Ils ont écrit ça clairement dans le rapport. Donc, il y a le gouvernement central qui est visé au niveau d'un certain nombre de ces compartiments. Il y a un autre aspect du rapport qui vise les individus eux-mêmes qui ont pratiqué la torture. Puisque sur les enquêtes qu'ils ont eues, ceux qui ont été torturés et d'autres qui étaient témoins au moment des tortures ont pu donner 27 noms pour dire qu'il y avait telle personne, il y avait telle personne, et il y a même un certain nombre de personnes dont on retrouve le plus les noms. Et le jeu a été très simple. Pendant que les gens faisaient la torture, les militaires, les gendarmes en particulier, se parlaient entre eux. Donc, il arrivait qu'on interpelle un des gendarmes par son nom, ce qu'eux, ils ont bien sûr retenu. Et surtout quand c'était leur tortionnaire, ils ont donné ces noms. Donc, ceux qui ont fait la torture, il y a un certain nombre de personnes qui ont été identifiées. Mais dans le même rapport, Human Rights Watch accuse également les séparatistes anglophones de torture. Et de la même façon, de façon documentée. Par le fait qu'ils aient brûlé des écoles, par le fait qu'ils aient même, quand ils déclaraient la grève générale, il y a une dame, par exemple, qui avait ouvert tout simplement son restaurant. Elle ne faisait pas partie de la grève, c'est son droit le plus absolu. On est venu la retrouver, la torturer, la bastonner, tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté le mot d'ordre. La même chose a été faite également avec un autre homme qui, lui, on a même pris des fourches, lui piqué les fourches là sur le dos parce qu'il ne respectait également pas les mots d'ordre qui ont été donnés. Donc, il y a de la torture aussi bien du côté des séparatistes que de l'État, mais dans le rapport, la torture de l'État n'est pas comparable à la torture qu'on retrouve chez les séparatistes. Alors, est-ce que Human Rights Watch a quand même pu travailler sur des cas spécifiques et des modes de torture spécifiques? Oui, au niveau de l'État, il parle de la bastonnade. Ça semble être la méthode la plus utilisée. Quelqu'un qui est là, qui est battu jusqu'à ce qu'il perde de connaissance, puisque plusieurs en ont fait le témoignage. Il y a également ce que les tortionnaires appellent la pseudo-noyade, prendre la tête de quelqu'un trempé à l'intérieur d'un seau rempli d'eau jusqu'à ce que la personne ait l'impression qu'elle va se noyer. Ces cas ont été clairement identifiés par Human Rights Watch comme des pratiques utilisées en matière de torture au niveau particulièrement de ce secrétariat d'État à la Défense dont on parlait, mais également dans d'autres centres de détention. Parce que dans les témoignages des populations, c'est vrai que beaucoup ont été détenus au niveau de ce secrétariat d'État, mais beaucoup ont été torturés également dans d'autres centres. Alors, est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce que l'Human Rights Watch, dans son rapport, a évoqué des morts suite à ces tortures? Il n'y a pas dans le rapport une relation de mort directe entre une personne qui est liée à la torture. Mais on parle de disparition. Et dans ces disparitions, il peut s'agir de quelqu'un qu'on a détenu sans pour autant donner l'information à ses proches, de sorte qu'elle est détenue, elle est morte, elle est dans le pays, on ne sait pas. Puisque quand on parle de disparition, il y a un point d'interrogation qui est là. Est-ce que certaines de ces disparitions ne vont pas jusqu'à une mort qui s'est faite et que la personne a tout simplement été enterrée quelque part? Parce que dans le rapport, il parle quand même d'exécution extrajudiciaire. Ils n'ont pas donné un exemple de nom, ils n'ont pas donné de chiffres par rapport à cela. Mais ce qui est clair, c'est que les Nations Unies parlent de 1850 morts depuis le début de cette insurrection jusqu'à aujourd'hui, et à peu près 530 000 personnes qui ont changé de domicile parce que nous ne pouvons plus vivre tranquillement chez eux. Est-ce que dans ces 1850 morts, il n'y a pas que certains qui sont morts à l'issue des tortures? Je ne pourrais pas le dire pour le moment. Alors, qu'est-ce que Human Rights Watch a découvert sur le but même de ces cas de torture? C'était pour obtenir des aveux? Oui, principalement, c'était pour obtenir des aveux. Que la personne accepte qu'elle fait partie du mouvement ambazonien, comme ils l'appellent, alors que pour certains, on se demande à quoi ça servait, puisqu'ils ont décapité le mouvement à partir du Nigeria. Ils avaient attrapé un de leurs responsables plus
une bonne partie de ceux qui travaillaient avec lui. Est-ce qu'on avait besoin de demander à ces gens, est-ce que vous appartenez au mouvement? L'autre élément au niveau de la torture, c'est les amener à dénoncer d'autres personnes. Puisqu'il y en a qui ont été torturés et qui sont des innocents. Quand ils sont sortis, c'est ce qu'ils ont dit. On a voulu coûte que coûte les amener à dénoncer des gens, alors qu'eux n'étant pas dans le mouvement, objectivement, s'ils donnaient un nom, c'était vraiment mettre quelqu'un dans des difficultés, tout simplement, mais ils n'avaient rien à voir avec le mouvement. Une autre preuve, c'est que quand on les interrogeait, il ne faut pas qu'on oublie que le Cameroun, ici on est dans la zone anglophone, on les interroge et après on leur demande de signer une déclaration qui a été écrite en français, alors que parfois ils ne sont même pas en mesure de lire la déclaration. Et ils disaient que même quand tu faisais l'effort d'essayer de lire pour savoir qu'est-ce qu'on te demande de signer, sur place tu recevais encore des coups parce qu'il fallait que tu signes la déclaration, c'est-à-dire que tu dises ce que les gens ont voulu que tu dises, ce qui bien sûr est contraire aux normes en matière de loi. Depuis la publication du rapport, est-ce que les autorités camerounaises ont réagi? Pas encore. Certainement, Human Rights Watch attend une réaction, puisque généralement ça se fera. On risque de renvoyer leurs représentants dans le pays, puisqu'on le voit régulièrement, d'autant plus que le Cameroun avait déjà refusé en mi-avril une des chercheuses de Human Rights Watch qui devait venir là-bas. Dans le cadre de ce travail, on ne lui avait pas autorisé à rentrer dans le pays. L'autre réaction, c'est comme ce qu'on voit d'habitude, on rejette de façon globale les conclusions qui ont été faites en considérant que c'est partiel, ce n'est pas vrai, alors que Human Rights Watch avait donné l'occasion pour que les gens répondent point par point. Parce que quand on répond à un rapport, c'est ça. On désigne un lieu, on désigne des personnes, vous répondez en montrant que ce qui est dit dans le rapport est faux, et Human Rights Watch sera prêt à répondre à nouveau. Mais pour le moment, on ne voit pas encore cette réaction de la part de l'État camerounais. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après on passe à l'invité.